et je le remercie, comme je remercie Pierre Chapsal, qui est à l'origine également de cette université d'été et qui nous met ses moyens à disposition pour les connexions nationales et internationales. Voilà, Thomas, quand tu veux. J'espère que Monsieur Marlex, Monsieur le ministre Marlex nous a rejoint également. Bonjour, bonjour à tous. Je me permets d'enlever mon masque. Bonjour à tous. Alors, je vais dire un petit mot d'introduction. Je voulais tout d'abord remercier vraiment très chaleureusement nos intervenants pour leur présence cet après-midi parmi nous. Alors, je vais les citer rapidement et leur dire la joie qui est la nôtre à l'Institut international pour la francophonie de les accueillir à l'occasion de cette deuxième session de l'Université francophone de Lyon, la première ayant eu lieu jeudi dernier, jeudi 24 dernier, animée par Pierre Chapsal, que je salue au passage et que je vois à l'écran. Je remercie bien sûr Bruno Chiaverini de sa présence et de l'animation de cet après-midi. Et puis donc, je souhaite vraiment très chaleureusement à remercier la participation de nos intervenants de cet après-midi. Monsieur Amadou Achegana Hassané, président de la région de Zinder au Niger, président de la commission Sahel de l'Association internationale des régions francophones, qui, je crois, devra partir rapidement. Monsieur Étienne Blanc, sénateur du Rhône, conseiller municipal de Lyon. Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie, membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, conseiller municipal de Marna et président délégué de l'Association des petites villes de France. J'évoque aussi son mandat à la CNIL, qui est à mon avis aussi quelque chose qui est important et qui peut donner une perspective particulière à son regard sur les sujets qui nous intéressent. Monsieur Alain Marlex, ancien ministre conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, et Monsieur Segla Lioussou, directeur de l'Association nationale des communes du Bénin. Je les remercie très, très chaleureusement de leur présence parmi nous cet après-midi, comme je le disais, pour cette deuxième session de l'université d'été de l'Institut international pour la francophonie. Je l'évoquais le 24 juin dernier, il était essentiel pour nous, après une discussion avec Pierre Chapsal, de pouvoir maintenir ce rendez-vous annuel des francophones qui nous semblait important. Tout d'abord, pour réunir les auditeurs autour des thématiques qui intéressent l'actualité de la francophonie, et ici, en l'occurrence, celle de la décentralisation, et puis plus largement également les questions qui sont liées, bien évidemment, à la régionalisation de la francophonie et au-delà de cela, de toutes les actions qui sont plus territorialisées et complémentaires des actions intergouvernementales dans le domaine de la francophonie. Et puis aussi réunir nos partenaires que je salue chaleureusement, l'Association des régions internationales de la francophonie, l'association, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis bien évidemment l'association parlementaire francophone. Voilà, donc j'espère que cet après-midi d'échange sera riche. Elle fait suite à une première rencontre qui justement essayait de revenir sur la question des coopérations décentralisées et des coopérations multilatérales dans le domaine de la francophonie. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de traiter justement de cette actualité de la décentralisation, de voir les avancées ou les points ou les angles morts sur lesquels justement certains progrès sont encore nécessaires, ou alors des réalisations qui sont significatives et qui pourraient même servir de modèle à d'autres types de réalisations pour construire ce qui nous intéresse beaucoup ici à Lyon 3, c'est-à-dire cette francophonie des territoires. Pierre Chapsal l'avait rappelé lors de l'ouverture de la dernière session. L'école lyonnaise que nous souhaitons incarner ici à Lyon, c'est une école de la francophonie des peuples, et elle passe bien sûr par les territoires, et elle passe bien évidemment par cette décentralisation, par ces politiques de décentralisation auxquelles les collectivités locales ont toute leur part, aux côtés bien sûr de la coopération institutionnelle beaucoup plus classique, celle des États. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente après-midi d'échange, et je vous dis à tout à l'heure pour les discussions. Merci beaucoup et merci encore à nos intervenants et à Bruno Chiaverini pour l'animation de cet après-midi. Thomas, un grand merci et merci également aux intervenants que je solliciterai
dans le courant de cet après-midi. Est-ce que Pierre Chapsal veut nous dire un petit mot également, puisqu'il est aussi à l'origine de cette université d'été? Merci Bruno. Ça sera un petit mot rapide, évidemment, pour saluer l'ensemble des intervenants et des intervenantes, saluer l'ensemble de nos auditeurs, dire que c'est toujours à la fois un vrai plaisir et même un certain privilège d'avoir ces rencontres sur la décentralisation dans l'espace francophone. C'est pour nous l'occasion à 2IF d'inviter, d'associer des parlementaires, des personnalités de haut niveau qui concourent à nos activités et qui trouvent du temps, parce qu'il y a la question des moyens budgétaires qui a été évoquée tout à l'heure en aparté, mais il y a aussi le temps, et le temps est une donnée rare et précieuse pour la plupart des personnes qui ont évidemment de grandes responsabilités. Donc, c'est une donnée extrêmement à laquelle nous sommes sensibles. Donc, un grand remerciement. Je ne vais pas aller plus loin, juste rappeler que la séance est enregistrée. Donc, je le dis pour qu'il n'y ait pas de soucis par rapport à la protection des données personnelles ou autres. L'objectif est évidemment de garder dans nos archives la trace de nos activités. L'objectif est également d'avoir un matériau qui nous permettra de retranscrire l'ensemble des interventions qui seront relues évidemment par les intervenants a posteriori, et de produire un petit cahier qui sera dans une collection qui sera celle des cahiers de l'Université francophone d'été. Donc, cachez tout ce que vous voulez cacher. D'ailleurs, c'est souvent le cas quand on est en visio. Mais voilà, c'était juste le petit point technique pour dire que cette séance est enregistrée et que donc il y aura une suite à la séance. Et puis évidemment, la meilleure suite sera celle que nous pourrons recélébrer ensemble dans quelques semaines, mois, ou peut-être d'ici la prochaine année, qui sera celle de nos retrouvailles physiques. Voilà, merci à tous. Je repasse évidemment la parole à Bruno, et je serai évidemment très attentif et parmi le public pour entendre l'ensemble des intervenants que nous attendons tous. Merci beaucoup. Merci Pierre. Sans tarder, alors je propose, comme il a été mentionné à l'instant, de donner la parole au président Ashegana Hassan, puisqu'il a été élu récemment président de la région de Zinder. Zinder, faut-il le rappeler, a été aussi la capitale du Niger jusqu'en 1926. Et le Niger connaît depuis une vingtaine d'années un processus de décentralisation assez sensible. Et le Niger, c'est aussi pour nous, à l'Institut international de la francophonie, le pays de Diori, c'est-à-dire l'un des fondateurs de l'Agence de coopération culturelle et technique en 1970. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, la parole revient d'abord à un Nigérien et au président de la région de Zinder, qui a été élu très récemment. Donc, Monsieur le Président, si vous pouvez nous dire quelques mots sur la décentralisation au Niger, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que ça avance? Monsieur Ashegana, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Il ne nous a pas encore rejoint. On ne vous entend pas, Monsieur Ashegana. Problème de micro? Le réseau n'est pas très très bon. Écoutez, si M. Ashegana a des problèmes de connexion, je propose que l'on passe à une autre actualité immédiatement, c'est-à-dire l'actualité française, puisque le processus électoral vient de conduire à des élections départementales et régionales en France, et les présidents de départements et de régions vont être élus d'ici la fin de la semaine dans leur collectivité. Et donc, je donne bien volontiers la parole à Étienne Blanc pour qu'il nous donne aussi son sentiment sur la décentralisation française. Étienne Blanc a été conseiller municipal, maire de Divonne-les-Bains, président d'une communauté de communes, parlementaire, vice-président de la région, sénateur actuellement, c'est-à-dire qu'il a une excellente connaissance des processus locaux, des processus de décentralisation français. Étienne, où est-ce qu'en est la décentralisation aujourd'hui en France? Bon, d'abord, nous venons dimanche dernier de renouveler les départements et les régions, les assemblées régionales et départementales, et je crois qu'il faut tirer quelques leçons de ce scrutin. On a la chance de tenir notre réunion d'aujourd'hui quelques jours
après ces élections, et je crois que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler parce que ce qui frappe, c'est évidemment le peu de participation à ces scrutins départementaux et régionaux. On est en deçà des 30%. C'est un chiffre rarement atteint, en tout cas un chiffre qui se situe dans une très très lente dégradation au fil du temps des participations à ces élections départementales et régionales. Alors je crois qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi. De manière très générale, les Français et les Françaises et les Français, votent pour l'élection présidentielle et pour l'élection municipale. Et je crois que s'ils se mobilisent pour ces deux élections, c'est qu'ils savent et qu'ils comprennent, en tout cas qu'ils ressentent, que ce sont deux élections qui pèsent sur leur vie quotidienne. Évidemment, l'élection présidentielle sous la Ve République, le chef de l'État est le chef d'un exécutif, et c'est un exécutif très puissant. Un exécutif puissant parce qu'au lendemain de son élection, il y a des élections législatives qui, jusqu'à présent, lui ont toujours et systématiquement donné une majorité pour gouverner. Et dans la Constitution, les questions sociales, les questions environnementales, les questions de sécurité, les questions diplomatiques relèvent du pouvoir du président de la République. Les Français savent bien que leur vie est impactée par cette élection. Et puis c'est l'élection du maire, parce que le maire, c'est la vie quotidienne, c'est mon quartier, c'est ma rue, c'est mes enfants à l'école, c'est la foule d'associations culturelles, sociales qui font la vie quotidienne et la proximité. Et la question qui se pose pour les départements et pour les régions, elle est là. Je crois qu'une des causes de la faible participation à ces élections, c'est le sentiment que finalement, que ce soit les régions ou les départements, ils impactent peu ou très indirectement ma vie quotidienne. Alors, c'est à tort ou à raison. Moi, je pense que c'est à tort parce que la compétence des lycées, la compétence de l'aménagement du territoire, les questions environnementales, la région est chef de file, ce sont des sujets qui sont des sujets d'importance. Mais pour l'instant, les Français ne le ressentent pas comme ça, au même titre que pour les départements, les collèges ou les questions sociales, ce sont des sujets absolument essentiels. Mais si les Français raisonnent de cette nature, c'est sans doute parce que la décentralisation aujourd'hui en France est inachevée. En fait, nous avons affaire à des gouvernements successifs qui n'ont jamais fait un choix clair. Voilà. La France est une république une et indivisible, c'est l'article 1er de notre Constitution. Son organisation est décentralisée. Très clairement, cette décentralisation, aujourd'hui, c'est un peu une illusion. En tout cas, les Français ont le sentiment qu'elle n'est pas achevée. Et je pense que si cette décentralisation allait plus loin, les Français comprendraient tout l'intérêt de choisir, avec des projets qui sont des projets différents, qui s'opposent à l'occasion des campagnes électorales, l'intérêt de choisir une majorité départementale ou régionale. Et quand je dis cela, et je pense que Loïc Hervé se prononcera aussi sur ce sujet, puisqu'il est membre de la commission des lois et qui suit ce texte, et on nous annonce une nouvelle étape dans la décentralisation avec la loi 3DS. Une loi qui va déconcentrer, décentraliser, permettre une différenciation, et puis un S qui veut dire simplification. Mais quand on regarde ce texte, il n'est sans doute pas à la hauteur d'une véritable décentralisation. Là encore, on a le sentiment que le gouvernement ne fait pas le choix, en application de l'article 1er de notre Constitution, sur une véritable décentralisation bien identifiée et bien comprise des Français. Voilà. Il y a quelques exemples dans ce texte. Les routes nationales, par exemple, vont être transférées aux départements. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut affirmer dans le texte que ça n'est plus une compétence de l'État. On verra à l'issue qu'évidemment, l'État gardera quelques responsabilités dans ce domaine-là, au même titre que sur les questions du développement économique et de l'emploi. Et il y a une agence nationale pour l'emploi, c'est-à-dire que l'État garde la haute main sur ces questions, mais les régions ont la compétence du développement économique. Comment concevoir une région qui a la compétence du développement économique sans avoir la haute main
sur l'Agence nationale pour l'emploi, qui pourrait devenir, à mes yeux, ce serait important, une agence régionale pour l'emploi. Voilà. La question de Bruno Chiaverini, c'était où est-ce qu'on en est de cette décentralisation? On fait un petit pas de plus, mais on avance à la lenteur d'un escargot dans un monde qui autour de nous change très très vite. Et l'on voit, et nous qui sommes en Auvergne-Rhône-Alpes, voisins de la Suisse ou voisins de l'Italie, on voit bien que les pays qui ont déconcentré, qui ont décentralisé massivement, sont plus réactifs, sont plus performants que nous pour répondre à des sujets d'actualité qui concernent la vie de leurs concitoyens. Merci pour cette intervention qui décrit une décentralisation française mi-chèvre, mi-chou, non aboutie, même après un acte 4, enfin ce qui se veut un acte 4 à travers la loi 3DS ou 4D, je ne sais pas ce que je dois dire, puisqu'elle passera prochainement, elle sera soumise prochainement le 5 juillet au Sénat. En termes de moyens, monsieur le sénateur, est-ce que les collectivités territoriales françaises, notamment les régions, ont les moyens de leurs ambitions? Il y a deux sujets. D'abord, quand on se compare aux autres collectivités européennes, on s'aperçoit bien, et il y a un chiffre qui le traduit très bien, la masse de la dépense publique des collectivités territoriales en France est nettement inférieure à la masse de la dépense publique des collectivités territoriales en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Voilà. Ça veut dire que les moyens donnés sont des moyens limités. Le budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 8 millions d'habitants, c'est 4,5 milliards de budget. Alors, on peut bien sûr se comparer à d'autres collectivités. Loïc Hervé, qui est voisin de la République et canton de Genève, pourrait le confirmer. La République et canton de Genève, c'est 5 fois, je crois, ce budget-là, ou 4 fois ce budget-là, mais elle n'a pas les mêmes responsabilités. Elle rémunère un certain nombre de personnels soignants, elle rémunère les enseignants, elle rémunère des policiers, des personnes en charge de la sécurité des jeunes voix. Non, si on veut bien comprendre l'ampleur de la décentralisation en France, il faut le traduire sous forme de budget. Voilà, grosso modo, la France, les collectivités territoriales françaises dépensent la moitié de ce que l'on dépense dans les autres collectivités territoriales d'autres pays d'Europe. Et puis la deuxième chose, c'est l'autonomie dont bénéficient ces collectivités territoriales, notamment la région, pour décider de ces recettes. Les marges de manœuvre sont très étroites. Une toute petite part sur la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, la taxe sur les cartes grises et sur les permis de conduire, mais tout le reste. La part de TVA, elle est décidée par l'État et elle s'est substituée à la dotation globale de fonctionnement. Mais le montant a été arrêté par l'État. Donc, les marges de manœuvre des collectivités territoriales dans leurs recettes sont extrêmement, et à mon avis, sont trop réduites. Et les choses ne risquent pas de s'améliorer parce que nous avons un État qui, aujourd'hui, les collectivités territoriales, c'est le fameux pacte d'or, l'État les contraint dans les dépenses, considérant qu'elles sont responsables d'une partie du déficit public, ce qui, sur le plan technique et sur le plan politique, est un contresens absolu. Le problème français, le problème des déficits budgétaires, ce n'est pas le déficit des collectivités territoriales. Elles sont tenues par une règle d'or. Elles ne peuvent pas dépenser plus en fonctionnement qu'elles n'ont de recettes de fonctionnement. Le sujet, il n'est pas là du tout. Le sujet, c'est la dépense d'État. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, les finances des collectivités territoriales françaises sont contraintes par un système fiscal qui les limite dans leur marge de manœuvre et dans leur montant. Elles traduisent, par rapport à un grand nombre de pays européens, une situation bien inférieure. Bruno, je crois qu'il faut réactiver le micro qui s'est coupé. Bruno, on n'entend pas. Bruno, il faut réactiver ton micro. Vous m'entendez maintenant? Voilà. Merci. Oui, monsieur le sénateur, vous êtes également conseiller municipal de Lyon et donc j'ose la question. Lyon, ce sont
9 maires d'arrondissement, un maire de mairie centrale, le département du Rhône, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'État, la Commission européenne qui nous verse quelques subsides à travers le FEDER et autres fonds européens. N'est-ce pas trop? Est-ce que ce n'est pas une décentralisation non plus qui coûte cher et qui est trop complexe pour le citoyen? Alors évidemment, mais c'est le résultat de longs processus de décentralisation. Quand on a renforcé les régions, je crois que le législateur de l'époque s'est trop peu posé la question de l'impact que l'arrivée des régions et le fait notamment qu'elles devenaient collectivités territoriales à part entière, après avoir été des établissements publics régionaux, elles devenaient des collectivités dans la Constitution, elles s'inscrivaient comme collectivités territoriales à part entière. Je pense que quand on a mis en place ces régions, on a trop peu pris en compte l'impact que ça avait sur les autres collectivités, notamment sur les départements. Il y a toute une série de compétences. On a bien vu la région empiéter sur des compétences, entre guillemets, historiques des départements. Et puis ensuite, on a vu apparaître le phénomène de l'intercommunalité. L'intercommunalité de gré à gré, les collectivités se regroupaient pour faire face à des projets sur l'eau, sur l'assainissement, sur les ordures ménagères, sur la voirie, hein. Et puis ensuite une intercommunalité forcée, avec la loi NOTRe, qui leur a donné des compétences en supprimant certaines qui étaient au département pour les donner aux collectivités regroupées, aux communautés de communes ou aux communautés d'agglomération. Et là encore, en votant ces textes, je crois qu'on n'a pas suffisamment pris en compte l'impact sur le département, sur la région et sur les communes. Nous avons aujourd'hui un enchevêtrement. Et quand j'ai dit tout à l'heure que cette loi 3DS était insuffisante, je pense que pour le gouvernement actuel, c'est une belle occasion, c'est un rendez-vous manqué. Voilà. Les Français ne vont pas voter, parce que je crois qu'ils comprennent mal ce système et cette organisation territoriale décentralisée. Qui plus est, le président de la République a souhaité, dans sa mandature, afficher des réformes puissantes. Moi, je pense qu'il y en avait une qui était importante, c'était celle-là. C'était une véritable décentralisation. Ça veut dire que l'État est capable de présenter au Parlement un texte dans lequel il se dépouille d'un certain nombre de compétences. J'utilise le terme à dessein. L'État constate qu'il n'y arrive pas, constate que ça ne marche pas, il se défait de ses compétences, et quand il s'en défait, bien sûr qu'il assure, c'est sa mission, il assure un contrôle, bien sûr qu'il assure une équité entre les différentes collectivités. Pour ça, il y a des moyens financiers, il y a des politiques publiques, mais dans l'exercice de ses compétences, il ne s'en occupe plus. Voilà. Et je recite l'exemple des réseaux routiers. Voici quelques années, l'État a abandonné une partie du réseau national au département, mais il a gardé à Paris des centres névralgiques où on s'occupe encore du réseau routier. Et aujourd'hui, dans la décentralisation prévue dans ce texte, sur le réseau routier, là encore, je crois que l'État ne va pas assez loin. À un moment, il faut écrire dans un texte que cette compétence-là, ça n'est plus la compétence de l'État. Moi, je pourrais vous citer l'affaire des lycées. La région construit et entretient les lycées. Mais les intendants financent aussi les cantines. Mais les intendants restent des personnels de l'éducation nationale. Et dans le texte que nous allons voter, moi je vais d'ailleurs déposer un amendement pour essayer de changer ça, on ne touche pas à ce sujet-là. À partir du moment où les lycées, leur construction, leur fonctionnement, or bien sûr, éducation, qui reste une éducation nationale, on pourrait aussi en parler. À partir du moment où la loi décide que la construction, l'entretien et le fonctionnement des lycées hors éducation, c'est une compétence, mais les personnels devraient relever de la région. Aujourd'hui, non. Les intendants des lycées sont toujours des agents de l'État. Alors, on pourrait multiplier les exemples à l'envi. On pourrait parler de l'ARS. Dans la crise pandémique, les régions ont distribué des masques, distribué du gel. Les régions ont donné du matériel aux hôpitaux qui en manquaient, hein, mais elles n'ont pas de compétences dans le domaine de la santé et elles ne pilotent pas les agences régionales de la santé, les ARS,
qui sont pilotées par l'État. Voilà, on pourrait multiplier les incohérences de cette nature. Donc, un besoin de clarté. J'ajoute une chose, c'est qu'à partir du moment où les compétences sont clairement affectées à une collectivité, il faut que la fiscalité, elle corresponde à ces compétences. L'idéal serait que les départements qui ont des compétences sociales puissent recevoir une part des impôts perçus au titre des politiques sociales. Et c'est essentiellement la CSG, la contribution sociale généralisée. Et puis la région, qui a les compétences économiques, devrait percevoir des impôts plus calés sur l'activité économique. Et c'est évidemment la TVA. Mais tout cela, on touche en région une partie de la TVA, puisque désormais, il n'y a plus de dotation de l'État, dotation de fonctionnement, c'est une part de TVA. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. Et puis surtout, il faut laisser une maîtrise des taux partielle aux collectivités locales. Merci, monsieur le sénateur, pour cette vue très claire de la décentralisation française, mi-chèvre, mi-chou, qui a encore beaucoup de progrès à faire. Je crois que le président Achegana nous a rejoint. Je ne sais pas s'il est en ligne toujours pour nous éclairer sur la décentralisation au Niger. Je sais que son temps est compté, il est en session plénière actuellement. Monsieur Achegana, vous êtes en ligne? Ah. Problème de micro toujours. On va rester sur la décentralisation française. Je vais me permettre de donner la parole au sénateur Loïc Hervé, qui est également maire d'une commune de Haute-Savoie, département frontalier, et qui vit au quotidien l'asymétrie de compétences, l'asymétrie de moyens avec nos proches voisins suisses. Monsieur le sénateur Hervé, votre sentiment sur la décentralisation française, partagez-vous le constat d'Étienne Blanc? Vous n'êtes pas dans les mêmes courants politiques, mais... Alors, nous sommes avec Étienne Blanc. Bonjour à tous. Nous sommes avec Étienne Blanc dans la même majorité sénatoriale et j'aurais pu signer des deux mains tout ce qu'il vous a dit, tant le constat est partagé avec lui. J'étais maire, comme Étienne. Vous savez que la loi interdit aujourd'hui à un sénateur d'être en charge d'un exécutif local, malheureusement, mais c'est ainsi. Donc, j'ai été maire pendant une dizaine d'années dans la vallée de l'Arve, donc de l'autre côté de l'agglomération de Genève par rapport à Divonne-les-Bains. Et donc, tu m'entends? Oui, monsieur le sénateur, on vous écoute. Oui, je vous en prie. J'ai été un peu perturbé. Donc non, évidemment, on constate, Étienne l'a évoqué, cette asymétrie et cette différence essentielle qui existe avec nos voisins suisses, y compris d'ailleurs quand ils sont amenés à discuter de manière bilatérale avec les Français. Nous avons une vraie difficulté, car celui qui doit discuter avec les Suisses, c'est le préfet de région, puisqu'il discute avec un État fédéré en réalité. Donc, nous, Français, avec notre kyrielle de collectivités locales, mais en règle générale, de manière dispersée. On l'a vu dans la question de la gestion de la crise sanitaire, où finalement, les discussions, les amodiations qui peuvent être créées se sont discutées entre Berne et Paris, ou entre Genève et Paris, et finalement assez peu entre le canton de Genève et les voisins français. Et ça, c'est un vrai sujet, alors que que l'impact était vraiment sur la vie quotidienne de part et d'autre de la frontière. Donc ça, effectivement, pour répondre à votre question, c'est vraiment quelque chose que nous vivons réellement. En complément de ce que dit Étienne Blanc, moi, je voulais vous dire quand même que il y a un malentendu au début du mandat du président de la République sur la possibilité de porter des réformes importantes en matière de décentralisation. Le 17 juillet 2017, le président Macron vient au Sénat, s'exprime devant les sénateurs et dit « il n'y aura pas de Big Bang territorial », considérant que, d'une part, la fusion des régions, créant notamment des régions comme la nôtre, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a donc fait grossir les régions, la carte intercommunale étant achevée, et la loi NOTRe commence à produire
ces effets qui, de mon point de vue, sont pour la plupart d'entre eux néfastes. Je fais partie des quelques sénateurs qui ont voté à l'époque contre la loi NOTRe. C'est une loi issue d'un accord en CMP, donc la droite sénatoriale à l'époque vote pour et la majorité présidentielle du président Hollande vote pour, et donc c'est un texte de compromis. Et qu'est-ce qui se passe dans notre pays, malgré l'engagement qui est un engagement pris devant les maires de France, puis le 17 juillet 2017 par le président de la République au Sénat? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a les gilets jaunes. On a les gilets jaunes et un mouvement social qui va remettre la question territoriale au cœur du débat. Et donc, on a deux textes. Le texte engagement et proximité qui a été élaboré sous la responsabilité de Sébastien Lecornu avant les élections municipales, et puis le texte 3DS dont Étienne a parlé, qui est un texte que nous examinons à l'instant où je vous parle en commission des lois au Sénat et que nous sommes en train d'enrichir considérablement. Mais ni l'un ni l'autre ne sont un vrai acte 3 de la décentralisation ou acte 4. On ne sent pas de souffle décentralisateur tel qu'on a pu le sentir dans les lois Defferre du début des années 80 ou dans les lois Raffarin du début des années 2000. Et donc le vrai sujet, c'est celui-là, c'est qu'on va être sur un texte technique. Moi, je suis assez proche de Jacqueline Gourault. Elle faisait partie de mon groupe parlementaire au Sénat avant d'être nommée au gouvernement. Je lui ai dit plusieurs fois, le texte 3DS, il suffit de le prendre et de regarder les amendements, les articles. C'est un texte hyper technique. On va faire des petites modifications qui, pour certaines d'entre elles, sont tout à fait, ou pour la plupart d'entre elles, sont tout à fait justifiées, mais il n'y a pas du tout de vision du pays à 10 ou 15 ans en se disant, voilà, nous voulons installer dans le pays des collectivités territoriales qui ont une capacité d'intervention suffisante et donc qui sont suffisamment puissantes. Monsieur le sénateur, si je puis me permettre, vous partagez avec Étienne Blanc ce sentiment que cette forte abstention qu'on a connue aux dernières échéances vient aussi de cette absence de vision et de perspective donnée aux territoires et aux élus locaux, quelque part. Alors, dans l'abstention, il y a plein de raisons. Hein. Il y a sans doute une crise de la représentation, il y a la crise sanitaire, il y a le contexte politique général actuellement dans le pays, mais il y a aussi les modes de scrutin. C'est-à-dire que je pense qu'on a un sujet sur la désignation des conseillers régionaux et d'une certaine manière pour les conseillers départementaux. Pour les conseillers régionaux, on est sur des listes proportionnelles par section départementale qui, même si le président de la région actuelle, Laurent Wauquiez, a essayé de territorialiser les conseillers régionaux de sa majorité, ça reste quand même des élus un peu loin. Et je suis désolé de le dire, mais la création de binômes a divisé par 2 le nombre de cantons, et nous avons des conseillers départementaux qui sont plus loin du territoire que ne l'étaient les conseillers généraux, et donc qui sont pour beaucoup d'entre eux des élus locaux en situation de cumul. J'ai moi-même été un horrible cumulard, donc je ne leur en fais pas grief. J'ai été sénateur, président d'Interco et maire en même temps, mais la question du temps consacré au mandat régional ou départemental est un vrai sujet, et c'est pour ça que moi, j'étais plutôt quelqu'un qui soutenait le conseiller territorial qui avait été initié du temps du président Sarkozy et qui permettait d'avoir une forme de vitalité démocratique à 3 niveaux. Le canton, qui est le lieu d'élection du ou de la conseiller territorial ou du binôme, le département pour un certain nombre de compétences, notamment les compétences sociales, et la région pour les compétences économiques et stratégiques. Et j'aurais trouvé ça intéressant. Ça veut dire qu'on serait revenu à un système un peu proche de celui des années 80, mais qui n'était pas si idiot que ça. Un système très clair et plutôt efficace. Oui. Malheureusement, la réforme a échoué. Pour que vous ayez un monsieur ou une madame région dans votre proximité de vie, comme vous auriez un monsieur ou une madame département, et que ce soit beaucoup plus lisible pour les citoyens. D'accord. Je me permets également une question, puisque vous êtes président de l'association des petites villes de France. Quel rôle joue cette association en France? C'est une question importante pour nos amis francophones étrangers, dans la mesure où ils ont tous, peu ou prou, des associations fêtières qu'ils essayent de faire vivre ou qu'ils viennent de créer. Et ils cherchent, à travers ce que l'on fait en France, mais aussi ailleurs,
des échanges d'expériences et voir comment ces associations agissent et interagissent avec le niveau national. Est-ce que vous pouvez nous faire part, monsieur le sénateur, de votre expérience à la tête de cet important réseau? Alors, pour nos amis du réseau francophone et qui ne connaissent pas le fonctionnement français des associations d'élus, ce sont des associations qui sont puissantes, qui ont un rôle important à jouer. Il y en a deux types, de mon point de vue. Il y a les 3 ou 4 grandes associations qui sont les grandes associations, on va dire, verticales, donc qui sont l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, l'Association des régions. J'ajouterais la dernière venue, qui est l'Association des communautés de France, la DCF, qui est aussi maintenant la 4e et qui joue un rôle important. Et puis, il y a les associations de strates, donc plus sur un niveau, on va dire, vertical, c'est-à-dire les maires ruraux, les petites îles de France, 2525 000, villes de France, etc. Donc, ces associations, elles permettent de partager dans un contexte qui est pluraliste, hein, je ne vais pas dire apolitique, parce que nous sommes tous des élus et nous avons des convictions, et totalement assumées, mais de manière pluraliste, ces associations concourent à faire des propositions au gouvernement, à dialoguer avec lui. Et c'est vrai qu'y compris dans la crise sanitaire, ces associations ont été complètement associées au processus décisionnel pour faire remonter les choses directement au président de la République, aux ministres concernés, au Premier ministre. Et donc, on a un rôle qui est un rôle important, y compris dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, 3DS, où les associations, ces associations-là, mais aussi d'autres associations, je pense aux communes touristiques qui sont actuellement en congrès, ou aux élus du littoral, les élus de la montagne, tous ces réseaux font des propositions. Ce ne sont pas des lobbies en tant que tels, mais plutôt un regroupement d'élus qui ont des choses à dire parce qu'ils ont des points communs. Merci, monsieur le sénateur. Merci pour ces explications très claires. On a bien compris aussi que quand vous discutiez avec nos amis suisses, il y avait d'un côté le président du Conseil d'État du canton de Genève et de l'autre le préfet, le président de la région, le président de l'intercommunalité, le président du département et le maire. C'est-à-dire que cette asymétrie de compétences et de responsabilités, elle ne permet pas non plus une efficacité totale vis-à-vis de nos partenaires suisses, malheureusement. Donc, on a beaucoup de choses encore à améliorer côté français. J'espère que le président Hachegana nous a rejoint. Je vois une main qui se lève, donc j'espère que c'est le président Hachegana qui est à nouveau en ligne. Vous êtes avec nous, monsieur le président? Est-ce que le Niger est avec nous? Il faut mettre votre micro. Je donne la parole au Niger, si le Niger nous entend et peut s'exprimer. Monsieur le président de la région de Zinder. Bonjour, je suis bien avec vous, monsieur Ivan. Vous allez bien? Bonjour, monsieur le président. Soyez le bienvenu. Comment ça va, Zinder? Ouais, nous avons eu quelques difficultés techniques pour nous rencontrer, pour vous rejoindre. Et à cause aussi de la faiblesse de notre réseau mobile. Soyez le bienvenu. Je rappelais que Zinder avait été la capitale du Niger jusqu'en 1926, monsieur le président. Oui, justement. Comment ça se passe, la décentralisation au Niger, pays de Damani Diori? Merci bien. Donc, la décentralisation au Niger, en tout cas, a commencé il y a une vingtaine d'années avec l'installation des premières communes urbaines. Maintenant, dans le cadre de nos accords avec les ex-rébellions armées, notamment celles du Nord qui ont été animées par les Touaregs, il y a la décentralisation intégrale que nous sommes en train de vivre. Donc, depuis les élections de 2010, nous sommes vus naître les régions collectivités territoriales au Niger avec les élections de 2010. Et puis en 2011, donc, il y a eu l'installation des régions collectivités territoriales au niveau de 7 de nos régions sur les 8. Donc, excepté la capitale, la ville de Niamey. Au Niger, si j'ai de bonnes informations, il y a 7 régions plus le district de Niamey et il y a 36 départements. C'est ça le découpage au Niger aujourd'hui, 36 départements. Tout à fait. De Niamey. Et vous êtes président, monsieur Hachegana. Merci. Vous êtes en session plénière, je crois. Vous êtes en session plénière actuellement, je crois. Oui, nous sommes en session. La session tire à sa fin. Je suis venu donc pour participer à cette vidéoconférence.
Un grand merci. Alors, est-ce que vous avez tous les moyens pour la décentralisation? Est-ce que vous avez toutes les compétences et tous les moyens financiers nécessaires? Je vous entends mal. Allô? Oui, je disais, est-ce que vous avez tous les moyens nécessaires pour la décentralisation? Allô, monsieur Ivan, je ne vous capte pas. Ah, pardon. Alors, ce n'est pas Yvan, c'est Bruno qui est véridique. Monsieur Bruno. Je vous posais la question. Voilà. Je change d'appareil. Allô? Allô? C'est difficile. Pourtant, nous sommes qu'à 5 km. Allô? Monsieur Achegana, on vous a perdu. Voilà, on est ensemble maintenant. Il faudrait que vous éteigniez votre téléphone, monsieur le président, et que vous parliez avec le micro de l'ordinateur. Vous êtes toujours avec nous, président? Est-ce que vous pouvez rallumer votre micro? Ah, on a perdu le président Achegana. Non, il est là. Président? Oui. On vous entend à nouveau. Je vous posais la question de savoir si vous aviez tous les moyens que vous voulez pour la décentralisation au Niger. Non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas tous les moyens. On a juste le minimum. Et on essaie quand même d'évoluer comme ça parce que aujourd'hui, les dotations de l'État ne nous permettent pas quand même de mettre en œuvre les politiques publiques, en tout cas pour lesquelles nous sommes là. Les dotations, en tout cas, de l'État sont les plus faibles, il faut le dire. Est-ce que, au-delà des dotations, dans l'espace francophone, les États donnent souvent très peu de moyens aux régions? Est-ce que vous n'auriez pas intérêt, c'est une question un peu iconoclaste, à taxer toutes les belles ressources minérales, pétrolières que votre région regorge, puisque vous avez de l'or, de l'uranium, du pétrole, monsieur le président? Mettez des taxes, ça vous fera des revenus pour la région de Zinder. Oui, justement, normalement, parce que vous prenez par exemple la région de Zinder, abrite la société de raffinage du pétrole du Niger, mais très malheureusement, et la taxe qui devrait être perçue, notamment la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ne rentre pas comme il le faut. Normalement, la région collectivité territoriale, conformément à la loi, doit bénéficier de 15% de redevance sur cette taxe. Mais malheureusement, en tout cas, de sa création jusqu'à aujourd'hui, la région n'a pas perçu grand-chose. C'est seulement à partir de 2016 que cela a été formalisé par les dispositions réglementaires en la matière prises par le gouvernement. Et il a fallu seulement 2020 pour que, en tout cas, les régions puissent commencer à percevoir. Là aussi, c'est juste vraiment un petit pourcentage parce que nous n'avons reçu que 850 millions, 860 pour en tout cas l'ensemble des collectivités territoriales de la région de Zinder. Donc, c'était ça la première tranche qu'on avait reçue. Mais en tout cas, c'est quand même assez loisible de le dire que la région s'attend en tout cas au reversement de cette taxe-là pour en tout cas permettre à la région de pouvoir accomplir sa mission, à la région justement collectivité territoriale d'accomplir sa mission. Hormis ça, il y a d'autres ressources qui pouvaient provenir de certains partenaires qui interviennent parce que normalement, tous les partenaires qui interviennent dans votre collectivité, leurs actions rentrent dans la mise en œuvre de la planification régionale. Donc, de ce point de vue, et conformément en tout cas aux dispositions réglementaires, on peut capitaliser les actions et les mettre en tout cas à l'actif de la région dans la mise en œuvre de son plan de développement.
J'ai d'autres questions, Monsieur le Président. Nous avions tout à l'heure l'intervention de deux sénateurs, de deux parlementaires, Monsieur Étienne Blanc et Monsieur Loïc Hervé. Je crois savoir qu'au Niger, les parlementaires, les députés sont membres de droit du Conseil régional. Oui, tout à fait. Pour toute la région, en tout cas, les députés qui relèvent de la circonscription sont membres du Conseil régional. Donc, ils sont membres avec une voix consultative. Pour le cas de Zander, nous avons 33 députés nationaux, ils sont membres. Pour la session que nous venons de tenir, déjà, il y a eu une mobilisation des députés qui sont venus participer à ce titre à la session du Conseil régional. Donc, c'est vraiment aussi une synergie pour, en tout cas, œuvrer ensemble pour le développement de la région. Parce que de toutes les façons, et les députés et les conseillers régionaux ont la même cible, ont le même cible du moins. Vous avez également 6 départements dans votre région. Comment ça se passe avec les présidents de département? Comment se fait non, plutôt, ce n'est pas 6, mais on a 10 départements. Ah, 10 départements, très bien. On avait 5 anciens départements auxquels se sont ajoutés 5 autres nouveaux départements. Donc, la région compte 10 départements. Ah, très bien. Et comment ça se passe l'articulation entre vous, président de région, et les présidents de département? Est-ce que vous discutez ensemble? Bon, vous savez, ce palier n'est pas encore installé comme étant collectivité territoriale. C'est une collectivité administrative. Ce sont des préfets. Les départements ont sous leur tutelle les communes, au niveau desquelles ils exercent le contrôle de légalité a posteriori. Maintenant, quant à la région collectivité territoriale, c'est les gouverneurs ou c'est les gouvernorats qui exercent ce même contrôle-là que les préfets exercent au niveau des communes. Très bien. Je reprends votre citation. Quand vous avez été installé président de la région, vous avez annoncé et vous avez appelé les conseillers régionaux à s'engager pour la bataille du développement de la région de Zinder. Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme initiative, Monsieur le Président, pour cette bataille pour laquelle vous manquez apparemment, et selon vos dires, de moyens financiers? Ça va être une bataille difficile. Oui, difficile, mais on a l'espoir quand même de conjuguer les synergies pour y arriver. Et en tout cas, entre autres attentes pour laquelle il faut se mettre ensemble, il y a d'abord, par exemple, cette épineuse question de la redevance pétrolière à laquelle la région des Anders s'attend légitimement. Mais il y a d'autres aspects, d'autres chantiers qu'on pouvait engager, comme par exemple celui de l'éducation, de la santé, du développement rural, ne serait-ce que les secteurs qui sont déjà, en tout cas, transférés aux régions collectivités territoriales, mais pour lesquels, jusque-là, en tout cas, la concomitance n'a pas suivi. Donc, je pense que si on s'y met ensemble, on pourra mener le combat pour ne serait-ce amener les pouvoirs gouvernementaux, le pouvoir de décision à lâcher, en tout cas, ses prérogatives aux régions-là, pour que les régions puissent les utiliser pour l'amélioration de conditions de vie de ces populations localement. Très bien, écoutez, on vous souhaite le meilleur succès et beaucoup de courage, Monsieur le Président. Tout à l'heure, Loïc Hervé, le sénateur Loïc Hervé, soulignait l'importance des associations fêtières. Et vous parlez de l'association des petites villes françaises. Vous êtes vous-même président de la commission Sahel de l'Association internationale des régions francophones, dont je salue le directeur, Yvan est avec nous aujourd'hui. Est-ce que pour vous, cette présidence de la commission Sahel a une importance particulière? Qu'est-ce que vous voulez lui donner comme signification et qu'est-ce que vous dessinez comme enjeu pour cette commission qui réunit les présidents de régions du Sahel sous votre autorité? Oui, c'est pas un fait de hasard que la commission ait été créée. La commission a des missions, mais je venais d'être récemment investi président de cette commission. Je pense qu'il y a lieu qu'on s'assied avec l'ensemble de la structure pour que nous-mêmes nous soyons édifiés de la mission véritable de cette commission afin que nous cernions véritablement la mission et agir dans le cadre de la réalisation des objectifs
assigné à cette commission. Très bien. Écoutez, nous sommes très heureux que vous ayez rejoint l'Association internationale des régions francophones, dont le siège est à Lyon. C'est une organisation mondiale et qui permet à toutes les régions francophones, de l'espace francophone, d'échanger de l'expérience et de monter des programmes très importants, notamment récemment dans le domaine de l'électrification rurale. Donc, c'est une association qui joue un rôle aujourd'hui essentiel pour tous les présidents de région concernés. Je suis chargé d'excuser malheureusement Alain Marlex qui a essayé de nous rejoindre, qui n'y arrive pas, me dit-il, à cause des intempéries. Donc, je proposerais bien, j'avais quelques questions à Alain Marlex sur les actes 1, les actes 2 et les actes 3 de la décentralisation. On organisera prochainement une conférence avec lui dédiée à ces sujets, sachant qu'il a eu d'importantes responsabilités au niveau ministériel, puisqu'il a été à plusieurs reprises ministre, secrétaire d'État, notamment aux collectivités locales, et qu'il me semblait très pertinent de lui laisser la parole pour nous donner son sentiment sur l'évolution de la décentralisation vue par un jacobin, parce que Alain Marlex c'est plutôt jacobin, c'est pas un décentralisateur né, c'est pas forcément un reproche, mais c'est un constat politique. Donc on refera le point un peu plus tard avec le président Marlex. On a eu l'exemple du Niger. On va passer maintenant, si vous en êtes d'accord, au Bénin, qui est un pays également qui connaît une forme de décentralisation, puisque le Bénin est organisé en départements et en communes, 12 départements, 77 communes. Je pense que Monsieur Lioussou, qui est le directeur de l'Association nationale des communes du Bénin, nous a rejoint. Est-ce que vous êtes en ligne, Monsieur Lioussou? Bonjour, Monsieur Bruno, je suis en ligne. Eh bien, nous vous saluons et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, Monsieur Lioussou. Je voudrais bien activer la vidéo pour me présenter et puis je vais la désactiver après pour avoir une bonne qualité de... On vous voit parfaitement, Monsieur Lioussou, parfaitement. Merci. Comment se passe la décentralisation dans l'ancien Dahomey, alors? L'ancien Dahomey est devenu Bénin. La décentralisation s'y porte bien. Au Bénin, nous avons commencé, disons en 2002, décembre 2002, janvier 2003, avec les élections. Les lois ont été votées depuis. Vous m'entendez, M. Bruno? On vous entend parfaitement, oui. Très bien. Merci, merci. Les lois ont été votées depuis 1999, mais c'est en 2002-2003 que nous avons eu les élections. Et à partir de juin, nous avons fini d'installer les conseils municipaux, juin 2003. Donc, c'est ça que la décentralisation au Bénin a démarré. Le contexte, c'est cela. Nous avons eu les élections, les dernières élections en 2020, mai 2020. Et ces élections affichent pour un total de 1815 élus, 79 femmes. Donc 4,35% de femmes membres des conseils communaux et municipaux. Nous avons un seul niveau de décentralisation au Bénin, la commune. C'est vrai que nous avons des départements, mais les départements sont des circonscriptions administratives. Les départements n'ont pas d'autonomie de gestion. Les départements sont dirigés par des préfets qui assurent la tutelle des communes. Tout à l'heure, lorsque j'écoutais l'expérience française, à part les différents niveaux de décentralisation, je pense que le reste, nous sommes totalement dans la droite ligne de ce qui se fait en France. Nous avons un mécanisme de financement des communes, un mécanisme qui s'appelle Fonds d'appui à la décentralisation, Fonds d'appui au développement des communes, qui est abondé aussi bien par l'État que par les partenaires au développement. Et le fonds, il est administré... Je peux continuer? Oui, continuez. Merci. Le fonds, il est administré par une commission paritaire composée d'élus et de représentants de l'État. Le fonds, il est géré par un secrétariat permanent qui organise régulièrement des audits. Nous avons aussi une politique nationale de décentralisation
politique nationale de décentralisation et de déconcentration qui oblige les ministères sectoriels à élaborer ce que nous appelons les plans 2D, c'est-à-dire plans de décentralisation et de déconcentration. Ce sont ces plans qui permettent au ministère d'opérationnaliser la décentralisation, d'identifier les ressources à envoyer au niveau déconcentré, c'est-à-dire au niveau des préfectures, et les ressources à transférer aux communes. Au niveau des préfectures, au niveau département, nous avons les plans départementaux de coordination des actions de développement, PDCAD. Et ça, c'est au niveau des préfectures que c'est élaboré pour assurer la coordination des interventions au niveau du département. C'est vrai que le département, c'est un ensemble de communes, mais le département n'a pas d'autonomie, n'a pas de personnalité juridique. Les communes ont l'obligation d'élaborer leur plan de développement. C'est des plans quinquennaux qui sont élaborés et qui orientent, gouvernent le développement sur 5 ans. Comme en France, le conseil communal, le conseil municipal tient ces sessions. La loi oblige la commune à tenir 4 sessions par an. 4 sessions obligatoires, mais possibilité de sessions extraordinaires. Le budget, il est préparé par le maire, voté par le conseil communal. Les domaines de compétences, il y en a de toutes sortes, développement local, économie locale, santé, action sociale et culturelle, enseignement maternel et primaire, alphabétisation, éducation des adultes, eau, hygiène, assainissement, les pistes, l'état civil, etc. En matière de coopération intercommunale, la loi permet aux communes de se mettre ensemble pour créer un EPCI, comme en France, un établissement public de coopération intercommunale. Mais la loi donne aussi la possibilité aux communes de créer des associations de communes, avec le statut de la loi 1901. Ce qui fait que nous avons l'association nationale des communes, qui est la fêtière nationale, mais à l'intérieur, nous avons 10 associations qui sont des regroupements de communes sur la base d'affinité ou de proximité. En matière de coopération décentralisée, nos collectivités territoriales sont en partenariat avec des communes de 36 pays de par le monde, dont 12 en Afrique. Mais les plus nombreux et les plus significatifs, c'est avec les communes françaises, les proximités de langue oblige. Et les partenariats travaillent dans tous les secteurs, notamment le renforcement de capacités, le climat, les questions économiques, la culture, l'artisanat, etc. Les difficultés, je vous ai entendu poser ces questions-là tout à l'heure à Monsieur le Président de région de Zender. Ce que nous avons, ce qu'on peut retenir comme difficulté globalement. Au début, il y avait une instabilité au niveau des conseils parce que la loi permet aux conseillers de destituer le maire. Et donc, pour des questions pas très objectives, parce que la loi leur permet de procéder à cette destitution dès qu'ils ont une certaine majorité. Ils n'ont pas besoin de justifier la destitution. Et ça, nous en avons connu beaucoup au début de la décentralisation. Maintenant, ça s'est stabilisé un peu. On a de moins en moins de destitutions, mais c'est une difficulté que nous avions eue. Une autre difficulté, c'est la faible qualification des ressources humaines, peu préparées aux missions d'une collectivité territoriale. Nous sommes sortis de plusieurs années de gestion centralisée. On a basculé comme ça dans la décentralisation sans véritable préparation. Donc, c'est les personnels des anciennes sous-préfectures qui ont été transférés aux communes. Personne ne sait comment faire, comment gérer une administration communale. L'État a rattrapé en créant un centre de formation destiné à l'administration locale. Les moyens financiers, ça c'est le quotidien, l'insuffisance des moyens financiers. Il y a une fiscalité locale, mais l'assiette est faible. Et l'autre difficulté, c'est que c'est l'administration fiscale de l'État qui se charge de collecter, de mobiliser ces ressources au profit des communes. Et c'est les mêmes personnes qui doivent mobiliser les impôts d'État et les impôts locaux. Et leurs performances sont jugées sur la base
des impôts d'État et non des impôts locaux. Donc, c'est quand ils ont fini d'atteindre leurs objectifs en matière d'impôts d'État qu'ils seront disponibles pour les communes. Et ça plombe les ressources des communes. Et il y a également certaines procédures qui sont lourdes. Lorsqu'on regarde la célérité nécessaire au niveau des communes, quand on voit certaines procédures pour la mise à disposition des ressources, pour le transfert des ressources aux communes, c'est des procédures qui sont lourdes et sur lesquelles la NCB travaille avec l'administration des finances pour voir comment envoyer un peu plus tôt, parce que le temps que les ressources mettent pour venir vers les communes, je vais parler du fonds d'appui au développement communal qui permet de transférer des ressources aux communes, mais parfois ces ressources arrivent en août, septembre. Des ressources qui s'appliquent à une année N et qui arrivent en août, septembre, on a du mal à faire toute la procédure de passation de marché, recruter et exécuter. Et donc, voilà quelques-unes des difficultés que je pourrais relever. Je vais m'en arrêter là et répondre aux questions s'il y en a. Merci, monsieur. Est-ce que, comme en France, vous constatez une certaine abstention aux élections ou est-ce qu'il y a une bonne participation au Bénin? Quelle est la situation? Et j'avais une deuxième question. Quelle est la place des chefferies traditionnelles dans les processus de décentralisation? C'est une question qui vaut pour le Bénin, mais également pour le Niger. Et merci. La participation aux élections, il faut dire que le Bénin a opéré des réformes politiques récemment qui ont un peu affaibli la participation aux élections. Sinon, par le passé, les populations ont toujours été enthousiastes parce que les élections communales, c'est les élections de proximité, comme cela a été dit précédemment. Et donc, c'est des élections qui suscitent l'engouement de la population. Mais on est en train de procéder à des réformes politiques, des réformes du système partisan qui font que certains partis n'ont pas pu participer aux élections. Et donc, devant ce choix ou ce panel limité de choix, certes, beaucoup, à des moments donnés, ont choisi de ne pas aller voter. Mais globalement, les élections communales sont des moments de grande participation électorale. Pour ce qui concerne la chefferie traditionnelle, il faut dire qu'au Bénin, les tests ne reconnaissent pas, n'intègrent pas la chefferie traditionnelle dans les affaires, dans la gestion des affaires locales. Ils sont là, ils sont reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des médiateurs, mais ils ne participent pas directement comme dans d'autres pays où ils siègent au conseil municipal. Non, au Bénin, ce n'est pas le cas. Merci, monsieur Youssou. Vous avez parlé des difficultés qui sont communes à toutes les collectivités locales, en tout cas à celles qui sont en voie de décentralisation, qui connaissent une décentralisation non aboutie. La difficulté tenant lieu aux ressources humaines, à la formation des cadres, aux compétences locales. C'est une problématique que l'on rencontre dans beaucoup de pays francophones. Je voudrais à ce titre que Yvan de Dessus-le-Moustier, qui est le directeur de l'Association internationale des régions francophones, nous dise quelques mots, puisqu'il est connecté et je veux profiter de sa présence, nous dise quelques mots sur l'action de l'association dans ce domaine de la formation et du renforcement des capacités, Yvan. Qu'est-ce que vous faites concrètement à l'AIRF pour toutes les régions francophones et pour toutes les collectivités francophones qui sont membres de votre association? Oui, bonjour Bruno. Je salue le président Hassan Amadou de la région de Zinder et Seglali Youssou, le directeur de l'Association nationale des communes du Bénin, pour leur participation. Ce sont ces deux structures des membres actifs de notre association. Je salue aussi le sénateur Étienne Blanc, que j'ai eu plaisir de côtoyer lorsqu'il était le premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une collectivité française parmi les membres fondateurs de notre association, l'AIRF. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec son président Laurent Wauquiez, préside aujourd'hui l'association et la région soutient fortement les actions, notamment de renforcement de capacité de l'AIRF. Alors nous avons en direction des cadres des collectivités territoriales deux types d'actions de renforcement sur un sujet très généraliste
nous proposons un parcours de formation sur tout ce qui est montage du projet pour qu'il soit à un moment donné présenté à des appels à projets, des bailleurs de fonds et prioritairement l'Union européenne qui est le bailleur de fonds principal dans les pays en voie de développement. Donc, on a un parcours qui permet, en se nourrissant de la formation initiale des techniciens des collectivités territoriales francophones, parce qu'ils arrivent, ils ont déjà de l'expérience, ils ont déjà une formation conséquente, nous les amenons par ce parcours à mieux travailler sur le cadre logique du projet ou de la politique publique que leurs élus leur demandent d'approfondir et de monter, et on les accompagne sur tout ce qui est rédaction des objectifs généraux spécifiques et de tout ce qui est aussi études de faisabilité, documents budgétaires pour présenter un dossier crédible pour les bailleurs de fonds et donc prioritairement l'Union européenne. De nombreuses unions de communes ou associations de communes ou groupements intercommunaux béninois, en tout cas plusieurs d'entre eux, ont déjà eu à bénéficier de cet appui et ont pu obtenir des fonds auprès de l'Union européenne. Donc, c'est un dispositif qui marche plutôt bien et que l'on propose à l'ensemble des techniciens de nos collectivités membres, y compris d'ailleurs aux agents des régions françaises qui sont membres de l'AIRF. Une dernière session, une chargée de mission de la région Auvergne-Rhône-Alpes et une chargée de mission de la région Nouvelle-Aquitaine ont toutes les deux participé à ces temps de formation. Alors ça, c'est pour les sujets un petit peu généralistes. L'écriture des documents de projet, passer de l'idée au projet et l'écriture des documents de projet, on le propose par rapport aux recherches de financement. Mais on propose aussi des actions plus ciblées selon les politiques publiques. Par exemple, on propose là actuellement aux régions sahéliennes de participer à un programme sur l'électrification rurale décentralisée. Et donc là, sur la thématique de l'accès à l'énergie et notamment de tout ce qui est connaissance de l'écosystème national sur les intervenants dans le domaine de l'électrification rurale, parce que chaque pays a sa propre organisation, son ministère dédié, son agence de promotion de l'électrification rurale dédiée. Et donc, on essaye de sensibiliser et de former les techniciens de nos collectivités participantes sur ces enjeux d'accès à l'énergie dans les territoires ruraux. On a aussi un dossier, d'ailleurs, qui concerne cette fois-ci non pas les régions sahéliennes, mais plusieurs communautés de communes béninoises, ainsi que des régions marocaines et ivoiriennes, sur l'aménagement durable et les projets autour de la préservation de l'environnement. Et là, on accompagne en fait, on veut accompagner et renforcer techniquement les agents de nos collectivités sur la maîtrise d'ouvrage de projets d'aménagement. On est là sur des sujets assez complexes. Il ne s'agit pas pour nos collectivités membres d'avoir à chaque fois des ingénieurs dans leur staff pour être en mesure de faire tout seul, mais il faut savoir bien s'accompagner avec les acteurs de son territoire, les bureaux d'études, les entreprises, les services techniques déconcentrés, parfois aller chercher les services techniques au niveau national, en capitale, et réussir à monter les projets et à suivre ensuite l'exécution de ces projets une fois les financements obtenus. Donc ça, c'est un deuxième exemple. On est là sur des sujets thématiques qui sont en fait repérés par notre association. Nous envoyons assez régulièrement des questionnaires à nos collègues dans les régions. Nous envoyons aussi ces questionnaires auprès des présidents de région et des vice-présidents délégués pour suivre les activités de l'AIRF dans ces collectivités. Ça nous permet de recenser les sujets qui sont importants pour ces collectivités. Et l'année prochaine, nous travaillerons très certainement sur les enjeux d'accès à l'eau et de gestion et valorisation des déchets. Voilà des exemples. On a à la fois un sujet généraliste sur le montage et la recherche de cofinancement en montant des projets. Et puis, on a des sujets plutôt thématiques, accès à l'énergie dans les territoires ruraux, gestion de l'eau, préservation de l'environnement, aménagement des territoires. Yvan, merci pour ces explications et ces informations très précises. Est-ce que vous pouvez nous dire également quelles sont les associations nationales qui sont membres de l'AIRF aujourd'hui?
Là, nous avons l'Association nationale des communes du Bénin, avec M. Seglali Oussou qui est intervenu en sa qualité de directeur. Nous avons cette association parmi nos membres parce qu'en fait, comme il l'expliquait tout à l'heure, le niveau décentralisé au Bénin, il est uniquement communal, mais le Bénin peut travailler sur l'intercommunalité. Et nous avons parmi nos membres des associations, des unions, des groupements intercommunaux qui rassemblent les communes et très souvent, ces associations de communes épousent le territoire du département au niveau déconcentré. Et donc, nous ne souhaitons pas faire concurrence avec l'AIMF qui accueille les municipalités, les communes. Nous accueillons le premier niveau décentralisé après l'État, et donc l'intercommunalité au Bénin. Nous avons par contre au Sénégal les départements qui peuvent être membres de notre association, et les communes sénégalaises, elles, si elles le souhaitent, se tournent vers l'AIMF pour ce qui est du réseau des maires francophones. Et donc, au Sénégal, nous avons aussi parmi nos membres l'association des départements du Sénégal. Nous avons aussi des associations de régions, parmi lesquelles l'association des régions du Niger, l'ARENI, que monsieur le président Amadou connaît bien. Nous avons aussi l'association des régions du Burkina Faso, l'association des régions du Mali, l'association des régions du Maroc. Nous avons aussi l'association des régions et districts de Côte d'Ivoire. Et enfin, bien sûr, nous avons Régions de France qui participent à nos travaux, et ceci avec une représentation plutôt technique dans nos différentes réunions. Voilà pour ce qui est des associations qui sont membres. Et parallèlement, nous suivons d'assez près les travaux du réseau Cité Unie France, que connaissent bien un certain nombre de participants à cette visioconférence. Et Cité Unie France avait d'ailleurs hier ses rencontres internationales de l'action extérieure des collectivités locales à Paris. Et c'est Céline Gibert, notre chargée de projet, qui s'y trouvait et qui est encore d'ailleurs aujourd'hui à côté d'un partenaire, le Conseil régional de Bokeh, en Guinée-Conakry, qui fait une réunion à Paris pour essayer de rassembler les partenaires internationaux sur ce qu'ils ont appelé leur programme Bokeh Vision 2035. Yvan, une dernière question. Est-ce que vous avez des Camerounais, des régions du Cameroun parmi vos membres? Alors, non. Nous aimerions bien et nous lançons un appel aux participants et aux participantes qui auraient parmi leurs connaissances des élus régionaux du Cameroun. Il y a eu les premières élections régionales au Cameroun le 1er décembre dernier. Et donc, nous avons probablement à l'automne prochain notre Assemblée générale et nous souhaiterions inviter en qualité d'observateurs les nouveaux élus de ces régions camerounaises que nous serions très heureux d'accueillir dans notre réseau. Donc, si des Camerounais et des Camerounaises peuvent nous mettre en relation avec ces régions, nous serions ravis. Alors, Yvan, vous allez être content. Je vais donner la parole, s'il en est d'accord, à M. Charles Edadé Biang, qui nous écoute, qui est en ligne, qui est du Cameroun et qui souhaite intervenir sur la décentralisation au Cameroun, puisque c'est un processus également relativement récent. Monsieur Biang, vous avez la parole si vous êtes toujours en ligne. Est-ce que le Cameroun nous entend? Oui, 5 sur 5. Eh bien, vous avez la parole. Merci, monsieur Kaverini, pour le privilège que vous me donnez de parler sans avoir été mandaté formellement. Les Jacobins comprennent ce que ça veut dire. Pour parler du Cameroun. Monsieur Yvan de Dessus-le-Moussier vient d'évoquer avec exactitude le caractère novice des régions au Cameroun dont les conseils ont été élus le 20 décembre, très exactement, 2020. Et donc, la mise en route ou bien l'installation effective de ces conseils régionaux-là a eu lieu le mois dernier. Et les toutes premières sessions budgétaires des nouvelles régions, collectivités territoriales décentralisées sont en train de se tenir. Nous pourrons, par rapport à l'appel qui a été lancé, nous rapprocher en tant que de besoin de M. Yvan de Dessus-le-Moussier pour évoquer cette question de l'adhésion des nouvelles régions, des conseils régionaux camerounais à l'AIRF. Ceci étant dit, je vais brosser, comme vous me l'avez demandé un peu,
le processus de décentralisation au Cameroun, faire une sorte d'état de lieu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Cameroun connaît ce que moi j'appelle dans un de mes ouvrages un processus de redécentralisation, parce qu'avant 1961, en fait, il se trouve que le Cameroun était d'abord un État fédéral. Et donc, le Cameroun a connu la forme suprême, si je peux le dire, de décentralisation, qui est le fédéralisme. Et avec les deux États, un État fédéré qui était l'État anglophone, qui regroupait les deux régions anglophones, qui fait beaucoup couler d'encre et de salive. Je ne vais pas revenir beaucoup plus dessus. Et un État francophone qui regroupait alors les 8 autres régions du pays. Mais, quitte à faire, les régions ont disparu à la faveur de l'unification du Cameroun pour devenir ce qu'on appelait les provinces, entités décentralisées autant pour moi. Alors, c'est véritablement avec la constitution du 18 janvier 1996, en son article 1er alinéa 2, que le Cameroun redevient un État unitaire décentralisé. Et à l'article 55, au titre 10 de cette constitution-là, la décentralisation est mise en place et les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun sont de 2 types, la région et la commune. Mais de 1996, il a fallu attendre 2004 pour que les lois dites de la décentralisation, c'est-à-dire la loi fixant les modalités applicables aux communes, la loi fixant les modalités applicables aux régions, soient effectivement prises et que en 2005, on voit les premières mairies, entités décentralisées à stricto sensu, comme disent les juristes, voir le jour au Cameroun. Alors, il a fallu attendre ça. Et maintenant, avec les régions, il a fallu attendre 2020. Voilà, c'est vrai que les puristes au Cameroun, en termes de loi, disent que c'était aussi prévu à l'article 60 de la Constitution que les institutions prévues par la nouvelle Constitution devaient se mettre progressivement en place. Mais 20 ans, c'est quand même un rythme de progressivité qui nous semble questionnable. Ceci étant, une fois que les régions sont mises en place, il faut évoquer qu'en 2014, le Sénat a été dédié à la représentativité des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Donc, voilà un peu sur le plan institutionnel la représentation de la décentralisation au Cameroun. Bon, en termes de chiffres, nous avons 360 communes et 10 régions. Et est-ce que ça marche aujourd'hui le système? Est-ce que les régions ont des compétences formelles? Oui, en ce qui concerne le transfert ou la répartition des compétences, il y a les compétences clairement édictées. En fait, les collectivités territoriales au Cameroun ont une compétence en ce qui concerne la jeunesse, le développement économique local, le sport, l'éducation, la santé et les activités culturelles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces compétences-là font l'objet d'une gradation, en fait. Par exemple, je vais prendre le cas de l'éducation. Les compétences en matière d'éducation sont transférées aux régions en ce qui concerne le niveau du secondaire, c'est-à-dire ce qu'on appellerait en France le lycée. Et pour les communes, c'est plutôt un cran en dessous, c'est-à-dire c'est plutôt l'école maternelle et l'école primaire. Il en est de même pour ce qui concerne la santé. Vous verrez que les dispensaires, par exemple, sont des dispensaires d'arrondissement, donc qui sont assis, dont les communes ont la compétence, tandis que les hôpitaux régionaux auront vocation à être sous la compétence des régions. Mais encore, ceci étant dit, il faut dire que ce n'est pas aussi simple que cela, parce qu'à l'intérieur, vous verrez qu'il y a encore une subdivision des compétences qui fait en sorte que parfois les compétences que je peux qualifier de centrales restent dévolues à l'État central et les compétences subsidiaires aux collectivités territoriales décentralisées. Donc, voilà un peu comment ça se passe en termes de compétences exactement. En termes de moyens financiers, de dotation. En termes de moyens financiers, le financement des collectivités est assez classique comme dans toutes les constitutions, les textes de loi en matière de décentralisation en Afrique francophone, c'est-à-dire qu'on a le principe d'abord des ressources propres, ensuite on a la fiscalité locale qui est transférée aux collectivités territoriales décentralisées. Mais il faut dire que de mon modeste point de vue, vu de l'intérieur en tant que cadre
des collectivités au Cameroun, c'est des compétences subsidiaires. Par exemple, vous verrez qu'aucune compétence en matière de ressources du sous-sol, pétrole, or, n'est décentralisée. Rien de tout cela. Ce sont des compétences qui restent dévolues à l'État central. En revanche, vous verrez que, par exemple, les droits de place sur les marchés, les parkings, ça, ce sont les compétences et les recettes qui sont transférées aux collectivités. Qu'est-ce que l'on peut véritablement faire avec ce type de compétences? On peut en discuter, mais à côté de cela, il faut reconnaître qu'il y a une quotité du budget national, selon le texte de la loi sur la décentralisation, qui devrait être de 15% du budget national qui devrait être transféré aux collectivités. Mais même à ce niveau-là, les 15% ne sont pas déjà transférés par l'État. Donc, voilà un peu de manière ramassée en termes financiers, comment est-ce que les collectivités se financent au Cameroun. Merci, M. Biang, merci pour ces explications. Sachez que l'AIRF et la région Auvergne-Rhône-Alpes devraient normalement conduire une mission économique avec la CPME au Cameroun d'ici le début du mois d'octobre. Donc, nous viendrons vous rendre visite et étudier sur place comment nous pouvons un peu plus et un peu mieux travailler à la fois sous l'angle économique ensemble à travers nos chefs d'entreprise et en même temps sous l'angle de la gouvernance locale à travers l'AIRF. Je vous propose d'aborder maintenant, puisque le temps est passé très rapidement, la séquence des questions. Il y a énormément de questions, beaucoup de questions sur le chat, beaucoup de questions aussi en direct. Alors, la première question, elle s'adresse à nos parlementaires, à monsieur le sénateur Blanc et à monsieur le sénateur Loïc Hervé. C'est une question générale, générique. Pourquoi faut-il autant de temps pour que la décentralisation avance? C'est une question que l'on retrouve dans tous les pays là, qui sont représentés dans cette université d'été, cette visioconférence. Pourquoi autant de temps? Avec une deuxième question sous-jacente qui est intéressante, je ne sais pas si on peut y répondre. Certains suggèrent que l'on fasse entre pays francophones des textes communs, des lois communes, des décrets communs et qu'on avance ensemble pour que la décentralisation soit puissamment poussée par les élus locaux et par les parlementaires. Monsieur le sénateur Blanc, monsieur le sénateur Loïc Hervé, est-ce que vous voulez répondre à ces questions, à ces observations? Pourquoi autant de temps? Pourquoi autant de résistance? Peut-être un mot d'explication. Les retards de la décentralisation s'expliquent d'abord et avant tout par une histoire. Et la France et la Ve République est la logique conséquence d'une longue histoire de centralisation. Pour construire le pays, pour l'unifier, il a fallu centraliser. Et c'est sans doute au milieu du XXe siècle, en tout cas, je crois qu'il y a un discours qui, pour moi, est un discours fondateur, c'est celui du général de Gaulle à Lyon en 1969, où il dit c'en est fini de cette centralisation multiséculaire qui a construit la France. Et il propose de décentraliser les grands équipements structurants, les ports, de décentraliser les politiques économiques notamment, et puis les investissements qui vont avec ces politiques économiques. Et on sait ce qu'il est advenu. C'est l'échec du référendum de 1969. Et l'échec du référendum de 1969, c'est l'échec d'un vaste projet de décentralisation qui aurait changé très, très profondément la France. Il y avait une décentralisation, il y avait aussi un impact sur le Sénat, et on connaît le résultat de ce vote. Et je pense que ça a été un coup d'arrêt. Il a fallu attendre les années 1980, 1982. Mais reprenez les débats des lois de fer, vous verrez qu'il y a eu au Parlement une véritable résistance et qu'il y avait une opposition, pour faire grossièrement, et traduire grossièrement les choses, entre Jacobins et Girondins. Voilà. Il y a en France toujours sur ce sujet-là une discussion. Est-ce que les collectivités territoriales sont plus performantes? Est-ce qu'elles sont moins coûteuses? Et aujourd'hui, sur ces sujets, il y a une discussion. Et moi, je pense que l'État ne pourra pas se passer d'un choix. Voilà. Aujourd'hui, on est dans le non-choix. Un tout petit peu de décentralisation, touche par touche, un peu comme dans un tableau impressionniste, on en rajoute, mais on refuse de faire un choix. Moi, je pense que le temps est venu maintenant de faire ce choix. Voilà. Il faut que l'État dise quelle république il veut. Monsieur le sénateur, une question iconoclaste. Est-ce que la décentralisation n'est pas le choix d'un pays riche? Est-ce que ce n'est pas un choix réservé aux riches, la décentralisation? Non, je ne crois pas.
Il y a des périodes de l'histoire où il faut une centralisation et ça n'a rien à voir avec la richesse ou avec la richesse de la nation. Moi, je pense que c'est une question d'efficacité et une question d'efficience. Moi, je voudrais citer un simple exemple. On a aujourd'hui un véritable problème en France avec des déficits publics qui atteignent des sommets. Ça, c'est aggravé avec la crise Covid. Et on entend souvent dire, oui, mais de toute façon, c'est inéluctable, on ne peut pas faire autrement. On a décentralisé un certain nombre de compétences à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a fait 15% d'économie sur son budget de fonctionnement. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, elle est performante. Il n'y a pas plus de chômage par rapport aux autres régions françaises. Et pourtant, nous avons pleinement réformé nos politiques de formation. On a réformé nos politiques de partenariat avec les collectivités territoriales. Moins d'études, moins de dépenses de fonctionnement pour aller vers des investissements. Et ça marche. Voilà. Donc, je pense que la décentralisation, ce n'est pas plus coûteux. Je pense que la décentralisation, c'est plus efficace. Et que ce soit un pays riche ou un pays pauvre, il n'y a pas de différence. Et la question, c'est une question d'efficacité. Très bien. La réponse est claire, monsieur le sénateur. J'ai une question pour le sénateur Loïc Hervé. Vous qui êtes membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, j'ai une question concernant le rôle de l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que l'Organisation internationale de la francophonie, avec l'Assemblée parlementaire, ne devrait-elle pas ensemble pousser vers plus de décentralisation dans les pays de la francophonie, notamment les pays de l'espace francophone africain? Suggestion de nos amis et partenaires africains qui nous écoutent aujourd'hui. Pourquoi l'OIF n'embrasse-t-elle pas cette problématique de la décentralisation? Alors moi, je suis membre de l'Assemblée parlementaire, donc dans ce cadre-là, on est amené à échanger de parlement à parlement. J'étais il y a 2 ans au Congo pour justement avoir un échange sur les questions de contrôle parlementaire, par exemple, qui sont intéressantes. Je crois que les pays qui réfléchissent à une évolution de leur organisation territoriale doivent trouver dans le réseau de la francophonie des exemples dont ils peuvent s'inspirer. Il y a plusieurs modèles. En lien avec ce que vient de dire Étienne, en 1997, François Letard publiait une tribune dans Le Monde qui s'intitulait « Il faut fédéraliser la France ». Donc même la France peut avoir, elle qui n'a pas un modèle abouti, est-elle la meilleure conseillère pour d'autres pays? Je pense qu'au contraire, les pays qui se veulent décentraliser, qui veulent organiser leur pouvoir différemment et qui, quelque part, ont épousé le modèle français au moment des indépendances, peuvent aujourd'hui chercher dans les pays francophones, du côté du Canada, du côté de la Suisse, du côté de l'Afrique, du Maghreb comme de l'Afrique subsaharienne, une capacité de dialogue et de benchmark. Mais en soi, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire de la décentralisation dans le principe un modèle, même si on doit le promouvoir, puisque la question de la subsidiarité est quand même le gage d'une bonne administration publique. Je crois qu'il y a vraiment ça. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que la décentralisation en soi n'a aucun sens si elle ne s'accompagne pas d'une réforme en profondeur de l'État. Et le sujet qu'on a du mal à aborder, que moi j'ai abordé beaucoup pendant la campagne sénatoriale au mois de septembre l'année dernière, c'est comment l'État, en France, par exemple, est capable de dire ou de se dire à lui-même, voilà ce que je fais, ce que je sais faire, ce que je continue de faire, et voilà ce que j'arrête de faire. Et la déconcentration est une chose, la décentralisation et le fait de confier le pouvoir, la responsabilité et les moyens financiers, c'est quelque chose d'essentiel. Mais il faut que l'État se départisse de ses propres prérogatives. L'exemple pris tout à l'heure par mon collègue Étienne Blanc sur Pôle emploi est évocateur. C'est vraiment le sujet. Comment est-ce qu'au demain, on peut faire de cette institution-là nationale une institution à échelle régionale qui soit vraiment ancrée sur les bassins d'emploi, etc. Et qui soit complètement connectée à l'économie. Donc vraiment, décentralisation, déconcentration, mais réforme de l'État, qui est la mère des réformes, qu'on n'arrive pas à faire, pour être très clair.
Monsieur le sénateur, j'ai une question complémentaire. A-t-on vu déjà une administration centrale se faire harakiri? Mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on continue à décentraliser comme on le fait dans les dernières lois NOTRe, engagement et proximité, 4D, etc., on n'ira jamais au bout de la logique. Il faut, je reprends les termes d'Étienne, il faut des choix clairs et en tirer toutes les conséquences. Il y a des compétences qui ne sont plus des compétences de l'État. On va être assesseur bénévolement. On a coupé le micro, c'est bon. Je vous en prie, monsieur le sénateur. Voilà, non, mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment cette question-là de la réforme de l'État. Oui, effectivement. Mais l'État, c'est le Parlement aussi. Si le Parlement décide en France d'un nouvel acte de décentralisation, ma foi, l'État exécutif ça exécutera. Il n'y a pas de raison objective. Alors évidemment, il y a des freins. Il y a dans l'appareil d'État des nostalgiques, d'un hyper-jacobinisme, d'un colbertisme d'un autre temps. Mais il y a aussi si vous voulez, historiquement, une grande partie des gaullistes et des socialistes étaient restés des gens très, très centralisateurs. Et c'était plutôt dans les sociodémocrates et les libéraux qu'on retrouvait des décentralisateurs. Comme sur la question européenne, cette grande distinction politique, elle n'existe plus aujourd'hui. Donc, il y a encore des freins à lever, mais on pourrait tout à fait imaginer un nouvel acte de décentralisation. Je considère que c'est quand même des réformes de début de mandat plutôt que des réformes de fin de mandat. Merci, monsieur le sénateur. J'avais une autre question iconoclaste pour nos parlementaires. C'est la base d'un constat. Pourquoi toutes les grandes collectivités territoriales françaises sont-elles dirigées par des fonctionnaires d'État? Ça m'embête de répondre parce que la visioconférence est enregistrée et ça pourrait être retenu contre moi si un jour je devais justifier des propos que je vais tenir. Mais bon, on est entre nous, donc je vais le dire. Alors c'est bon. J'ai toujours été surpris que moi-même qui suis un fonctionnaire territorial et un ancien DGS de collectivité, j'ai toujours été surpris que dans les grandes associations d'élus comme dans les grandes collectivités, on aille recruter beaucoup de directeurs généraux dans le corps préfectoral. J'ai toujours été surpris de ça. Alors, c'est peut-être une inversion du paradigme et la possibilité pour un élu d'avoir un préfet à ses ordres. Peut-être que c'est ça, ou je ne sais pas. Mais c'est surprenant, c'est vrai que c'est surprenant et qu'un certain nombre de grandes collectivités n'aillent pas chercher. Alors, c'est en grande partie dû aussi à la jeunesse de la fonction publique territoriale, qui est une fonction publique qui a moins d'une quarantaine d'années, mais qui commence aujourd'hui à produire des hauts fonctionnaires de très bon niveau, de niveau comparable à l'ENA. Je vous confirme qu'il y a des administrateurs territoriaux d'excellente qualité. Absolument, absolument. L'INET à Strasbourg produit de très bons administrateurs. D'autres sont montés également par le rang et ont des expériences en fin de carrière qui sont tout à fait intéressantes. Mais je constate, dans mon département, dans ma région, dans les grandes associations d'élus à Paris, qu'il y a encore quelques préfets qui sont à ces fonctions-là. C'était une boutade. Merci, monsieur le sénateur. J'ai Issaka Sanon qui demande à prendre la parole aussi, monsieur Sanon, si vous êtes en ligne toujours. Depuis le Burkina Faso, je suppose. Oui, Burkina Faso, région des Hauts-Bassins. Depuis la région des Hauts-Bassins. Oui. La capitale est Burkina, monsieur Sanon. Et on a suivi effectivement les communications où on nous parle de la frilosité de l'État central pour lâcher du lest en termes de décentralisation. Est-ce que finalement, pour les régions africaines, le salut ne réside pas dans le renforcement de la coopération décentralisée? Parce que si au niveau même français, on voit que c'est difficile de décentraliser, je ne parlerai pas de nos États africains où les ressources sont un peu rares, parce que nous connaissons aussi les mêmes problèmes ici. Nous avons des transferts de compétences, mais qui ne sont pas suivis effectivement de transferts de ressources. Alors du coup, je me demande, est-ce que le salut du développement local au niveau des régions africaines ne réside pas dans le renforcement de la coopération décentralisée? Merci.
Je ne sais pas si Yvan de Dessus-le-Mousquier peut répondre à cette question sur la coopération décentralisée, mais j'aurais une observation préliminaire, c'est que si vous regardez les chiffres de la coopération décentralisée française avec l'Afrique, sous l'angle de la coopération Nord-Sud, c'est un volume financier annuel d'à peu près 100 millions, 110 millions d'euros chaque année. Ce n'est pas avec 110 millions d'euros que vous allez pousser la décentralisation dans l'espace francophone. C'est le gage de programmes de renforcement de capacité, c'est le gage de programmes très concrets, très opérationnels de terrain, mais somme toute, 110 millions d'euros chaque année de la part des collectivités territoriales françaises en direction des pays africains de l'espace francophone, c'est relativement, c'est beaucoup en soi, et en même temps, par rapport aux enjeux et aux besoins, ça reste modeste. Je ne suis pas sûr que la coopération décentralisée c'est un moyen, mais parmi d'autres. Les moyens sont d'abord dans les pays et dans les États, avec peut-être des éléments de progression concernant la coopération frontalière, puisque dans beaucoup de pays africains, il n'existe pas encore d'association de régions frontalières, par exemple, comme il peut en exister en Europe, en France ou ailleurs. Là aussi, il y a des marges de manœuvre très certainement beaucoup plus fortes. Je ne sais pas si Yvan veut intervenir sur ce thème de la coopération décentralisée. Oui, rapidement. D'abord, je tiens à saluer M. Sanon de la région des Hauts-Bassins, qui est membre actif aussi de notre association, et en sa personne, je salue aussi le président Koussoubé, qui préside la région des Hauts-Bassins avec beaucoup de talent. Au niveau des coopérations décentralisées, moi, j'inviterais les collectivités africaines à certes regarder vers la France pour essayer de bâtir des coopérations franco-africaines, bien sûr, mais les régions françaises sont en grande majorité toutes très engagées déjà dans des partenaires de coopération décentralisée, et ce sont des partenariats de long terme. Ce n'est pas, comme on dit, un coup pour quelques années et ensuite on arrête. Ces coopérations, elles ont vraiment un temps long. Regardons la coopération Auvergne-Rhône-Alpes avec les Hauts-Bassins au Burkina Faso, justement. Elle a démarré en 2005. Encore bien avant, la coopération de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec la région Rabat-Salé-Kénitra ou la région de Tombouctou, elles sont antérieures au deuxième millénaire. Donc, il y a une vraie histoire. Ce qui, je dirais, est peut-être à regarder avec une grande attention, ce sont les coopérations qui se développent à l'intérieur de l'espace francophone, mais parfois entre collectivités africaines. On a eu la semaine dernière, toujours lors de l'université d'été de l'Institut international de la francophonie, une conférence sur justement un petit peu l'actualité de la décentralisation et sa concrétisation dans les territoires. Et on avait M. Siama Bamba qui préside une région ivoirienne, la région de la Bagoué, et pour illustrer la francophonie des territoires, il a parlé de l'outil de coopération transfrontalière qu'il préside entre certaines régions ivoiriennes, dont celle qu'il préside, la Bagoué, la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso, et aussi la région de Sikasso au Mali, c'est l'espace Escabo de coopération transfrontalière. Et ça, vraiment, je crois que c'est une piste d'avenir pour les coopérations des collectivités décentralisées africaines. Je pense aussi à tout l'intérêt qu'un réseau comme l'AIRF pourrait avoir à accueillir des régions du Cameroun, par exemple, parce que ça permettrait à nos autres régions, eh bien, pourquoi pas burkinabé, mais aussi mauritaniennes ou béninoises, eh bien, de dialoguer avec des élus camerounais et de partager de l'expérience, de construire des projets culturels, des projets de francophonie économique. Et ça, je pense que ça peut vraiment compter en plus des coopérations franco-africaines. Les collectivités africaines devraient penser à leur coopération sur le continent africain lui-même. Et d'ailleurs, les Marocains ont une politique très offensive de partenariat avec des régions de l'Afrique subsaharienne, toujours dans l'espace francophone, parce que nous avons cette chance de partager la langue française et des valeurs en commun. Merci Yvan. Le sénateur Étienne Blanc voulait à nouveau intervenir, je crois. Étienne. Non, simplement deux choses. D'abord, pour répondre à la première question, pourquoi il y a autant de fonctionnaires à la tête
collectivité territoriale, il y a un véritable sujet. D'abord, fonctionnaires d'État. D'État, oui. D'abord parce que chacun sait qu'ils sont excellents, mais pas que. Et on est rentré dans un système système juridique qui encadre les collectivités territoriales, qui est devenu d'une complexité inouïe. À la complexité institutionnelle dont vous avez parlé, il faut rappeler, et il faut ajouter, pardon, la complexité juridique, avec dans chaque texte une responsabilité qui souvent est une responsabilité pénale. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Une démocratie ouverte, une démocratie, entre guillemets, populaire, c'est une démocratie simple, avec des règles simples, et c'est une démocratie qui ne fait pas peur. Voilà. Et je trouve que l'hypercomplexité à laquelle nous assistons aujourd'hui, eh bien, elle inquiète, et c'est vrai que le fonctionnaire d'État, il nage dans cette complexité. D'ailleurs, c'est souvent lui qui a produit la norme, donc il la connaît parfaitement bien, ce qui n'est pas le cas d'élu. D'où la nécessité de se lancer dans un très vaste mouvement de simplification, très puissant pour revitaliser la démocratie. Puis deuxième sujet, c'est sur cette coopération décentralisée. Je crois qu'il faut répondre très clairement à cette question en disant, mais quand est-ce que nous sommes les plus performants? Voilà. Moi, pour avoir, avec la communauté de communes du Pays de Gex, Bruno l'a rappelé tout à l'heure, travaillé sur la coopération décentralisée, notamment avec le Togo, sur des questions, sur des problèmes qui touchaient à l'eau, pour amener l'eau sur les hauts plateaux du Togo, je me suis aperçu que quand c'est une communauté de communes, 100 000 habitants, qui utilise la loi Oudin, qui met tous les ans entre 50 et 100 000 euros de côté pour lancer des projets de coopération décentralisée. Quand vous le faites avec vos cadres, vous dites, attendez, moi, d'abord, je vous dis une chose, Monsieur le Président, si je vais au Togo pendant 8 jours, c'est moi qui paye mon voyage et c'est moi qui paye mon séjour. Voilà. Simple, direct, avec des contacts directs locaux. Eh bien, on s'aperçoit que c'est plus efficace pour ce sujet-là, pour d'autres sans doute pas. Eh bien, une véritable décentralisation, est-ce que ce que disait Loïc tout à l'heure, la décentralisation, ça va avec la subsidiarité. Quand on est bon quelque part, mais qu'on nous laisse faire. C'est la vraie subsidiarité. Et puis, quand on n'y arrive pas et qu'on n'est pas bon, on passe à la collectivité supérieure. Et quand il le faut, c'est l'État. Voilà. C'est cette évaluation-là qui me paraît extrêmement importante. Et très clairement, aujourd'hui, je trouve que cette évaluation comparative, elle est insuffisante. Sur les problèmes d'eau, par exemple, l'idéal, c'est de comparer ce que fait l'AFD et ce que font les collectivités territoriales dans la coopération décentralisée. Puis on choisit le meilleur. Un grand merci pour à la fois l'expérience qui parle et en même temps cette vision très claire. J'ai M. Tchibala et M. Segla qui voulaient également intervenir. M. Tchibala, vous avez la parole. Vous vouliez réagir. Votre micro, s'il vous plaît, M. Tchibala. Allô? Oui, on vous entend, M. Tchibala. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est Frédéric Tchibala. Je suis responsable de la communication nationale, programme multisectoriel et agent cadre dans le ministère de centralisation chez nous ici en RDC, au Congo. Je crois que vous me suivez bien. Alors, je suivi les interventions. Alors, moi, j'avais une suggestion, une question, une préoccupation, j'allais dire, dans les cadres de coopération décentralisée. Est-ce que la francophonie a-t-elle une organisation qui s'occupe aussi qui travaille en partenariat avec notre ministère ici au Congo, en République démocratique du Congo? S'il y en a, c'est quelle organisation? Et s'il n'y en a pas, quelles sont les raisons, les types de raisons qui ne font pas à ce que la RDC soit aussi bénéficiaire de la coopération décentralisée? Parce que jusque-là, c'est un sujet, en fait, c'est comme une mythe, la décentralisation. Parce que c'est un problème récurrent que nous connaissons chaque jour ici, avec nos provinces. Il y a des soucis. Alors moi, je suggérais que, comme il y a des experts en ces lieux, en fait, comme on se retrouve ici, qu'il y ait aussi une coopération décentralisée, en partenariat avec notre ministère, afin que nous soyons aussi, que nous ayons l'opportunité d'avoir aussi, des bénéficiaires
à cette coopération. Voilà, c'est juste, c'est une demande, hein. Voilà, dans ce sens-là. On n'a pas oublié le Congo-Kinshasa, soyez rassurés. Vous avez d'ailleurs au Congo-Kinshasa, me semble-t-il, une ministre de la francophonie qui siège à l'Organisation internationale de la francophonie. Malheureusement, effectivement, dans les pays d'Afrique centrale, il y a peu de coopération décentralisée, peu de coopération décentralisée avec le Congo-Kinshasa, peu de coopération décentralisée avec le Congo-Brazzaville, peu de coopération décentralisée avec le Cameroun ou avec le Gabon, donc ce qui veut dire qu'il y a des marges de progression importantes. Je crois aussi, pour avoir organisé des séminaires au Congo-Kinshasa, à Kinshasa en particulier, sur le thème de la décentralisation, qu'il appartient à vos gouverneurs, qui sont des gouverneurs élus à la tête des provinces, eh bien de venir aussi au contact d'autres élus de régions francophones, en Afrique, en France et dans le reste des pays francophones, pour leur proposer ce travail et cette coopération décentralisée. Nous avons, je crois, Yvan pourra en témoigner, des représentants de provinces du Congo-Kinshasa au sein de l'AIRF qui travaillent en partenariat avec l'AIRF et en partenariat avec d'autres régions et d'autres espaces francophones. Si Yvan veut bien compléter mon propos, je l'en remercie. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire avec l'Afrique centrale, ça c'est certain. Yvan? Oui, nous travaillons assez régulièrement avec la province du Nord Kivu, en RDC, qui a d'ailleurs pas mal de préoccupations à gérer. Elle était un petit peu… elle a fait l'actualité récemment avec une éruption volcanique sur Goma. C'est vrai qu'il y a de gros enjeux également sécuritaires dans cette région, mais nous avons des échanges et nous essayons d'ouvrir cette province très enclavée vers justement, comme disait Bruno Chiaverini, des échanges avec d'autres collectivités territoriales francophones et monsieur le gouverneur participe au bureau de l'AIRF. Merci Yvan. Monsieur Segla voulait également intervenir. Monsieur Segla, sur le même thème. Merci. Je voudrais intervenir sur la question de la coopération décentralisée. Ça a été dit avant moi, mais je voudrais insister là-dessus. La coopération décentralisée ne mobilise pas beaucoup de ressources. Pour moi, ce qu'il faut chercher surtout dans la coopération décentralisée, surtout entre les collectivités africaines et les collectivités françaises, c'est le renforcement de capacités. La France est dans la décentralisation depuis des décennies. Nous sommes jeunes dans la décentralisation et nous avons besoin d'apprendre. Je l'ai dit dans mon propos, il n'y a pas… On est rentré dans la décentralisation sans préparation. Vous êtes dans quel pays? Je suis du Bénin. Du Bénin, d'accord. Très bien. C'est le personnel des… Vous êtes passé du marxisme-léninisme à la décentralisation, monsieur Segla. Oui, un peu. On est passé du marxisme-léninisme à la démocratie. Et vous comprenez très bien, on a fait quoi? 27 ans de marxisme-léninisme. Et du jour au lendemain, on se retrouve en démocratie, on se retrouve en décentralisation, sans aucune formation, sans aucune orientation. Je pense que c'est la situation pour la plupart des pays africains. On a besoin que nos capacités soient renforcées. Et c'est ce que nous avons, c'est ce que nous pouvons attendre le mieux de la coopération décentralisée. Pour ce qui concerne les ressources, pour ce qui concerne la promotion du développement des territoires, ça c'est la question des États. Je ne pense pas que ce soit la question ni de la coopération décentralisée, ni de la francophonie. C'est la question de nos États. Il faut que nos États africains comprennent le bien fondé de la décentralisation. Ce n'est pas une concurrence entre les collectivités territoriales et l'État central, c'est une complémentarité. Et si la francophonie peut jouer un rôle, je pense que c'est à ce niveau-là que la francophonie pourrait aider nos États à comprendre que la décentralisation, comme une illustration qu'a donnée un jour un élu malien, dit « Nous sommes tous des soldats d'une même armée. Les collectivités territoriales sont comme des fantassins devant avec les fusils et l'État est derrière avec l'artillerie lourde. Mais nous sommes tous dans la même armée, nous combattons le même ennemi. Il faut qu'on cesse de se tirer entre les pattes
et qu'on pense que nous sommes en concurrence. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci, M. Segla. Il faut qu'on sorte tous au même moment de la tranchée pour monter à l'assaut. Vous avez raison. Nous serons victorieux. Le temps passe malheureusement très vite. J'ai le président de la région de Zinder qui demande à nouveau la parole. Donc, je le donne bien volontiers. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Ouais. Il voulait poser une question sur les coopérations décentralisées, notamment de la région, les coopérations décentralisées françaises. Oui, il y a beaucoup de coopérations décentralisées de cette région, Auvergne-Rhône-Alpes, avec des partenaires africains. Et nous avons également la chance, je réponds directement à la question, d'accueillir ici à Lyon le siège mondial de l'Association internationale des régions francophones. Et donc, ce n'est pas un hasard que ce siège se trouve à Lyon et qu'il nous permette de travailler avec tous nos partenaires africains notamment. J'insiste également sur la question de la formation. Elle vient d'être soulevée à l'instant. Vous trouvez à Lyon le Centre international d'études du développement local, qui est un centre qui a une réputation internationale très forte et qui forme des agents de développement local. Donc, je le dis pour les collectivités locales qui souhaiteraient former leurs agents. Je cite également l'Institut international de la francophonie, qui est le seul institut dédié à la francophonie, le seul institut au monde dédié à la francophonie et qui travaille notamment en matière de recherche sur la francophonie et qui propose des formations de niveau diplôme d'université ou master, master 1, master 2, avec des parcours spécifiques. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'université Jean Moulin pour bénéficier de ces formations et puis tout le système, tout l'écosystème ONG Solidarité Internationale. Nous avons également ici l'Institut international Bioforce qui forme tous les agents de solidarité internationale pour l'ensemble des ONG francophones, non francophones d'ailleurs. Donc, on a ici des capacités de formation assez phénoménales avec des coopérations très nombreuses, notamment, je le cite aussi, puisque monsieur le sénateur Étienne Blanc est avec nous, de la ville de Lyon. La ville de Lyon est mariée à Bamako, elle est mariée à Ouagadougou, elle est mariée à Porto Novo. Elle a un certain nombre de coopérations décentralisées qui complètent ou qui viennent en appui de celles très nombreuses de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Bianc, vous vouliez à nouveau la parole. Je vous la cède également pour quelques remarques ou brèves, s'il vous plaît, puisqu'il nous reste que quelques minutes. Monsieur Bianc, le Cameroun. Ah, les Camerounais ont disparu. Voilà, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de remarques. Allô? Monsieur Bianc? Oui, merci, Monsieur Caveni. J'avais oublié d'ouvrir le micro là, tout à l'heure. Alors, oui. je voulais juste intervenir à la suite des sénateurs et des précédents intervenants relativement à aux questions liées à la formation, au temps, pour dire que, et même au niveau en ce qui concerne la nomination à la tête des collectivités des personnels relevant de la fonction publique de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'État, pour dire que moi, je pense très simplement de mon modeste avis que c'est voulu à un certain moment parce que en termes de formation, si je prends le cas de la France, vous avez évoqué l'INET, il y a le CNPFT qui forme des cadres territoriaux de qualité, de ce que moi j'ai vu et qui peuvent d'excellente qualité. Et qui peuvent très bien occuper ces fonctions-là. En France, par exemple, les DGS, les directeurs généraux de services, sont de très bonne qualité. Au Cameroun, vous verrez que c'est l'État qui nomme, en fait, que ce soit les receveurs municipaux, parce que ça, il faut le dire, les receveurs municipaux et les secrétaires généraux des collectivités territoriales décentralisées, alors qu'ils sont tous des énarques, pendant que on continue de penser que les cadres communaux ne sont pas de qualité. Moi, je pose toujours la question de savoir de quoi est-ce qu'on parle, parce que moi, par exemple, je suis cadre communal et j'ai fait les mêmes écoles de prestige de mon pays que ceux qui sont sortis de l'école nationale d'administration. Moi, je suis sorti de l'école de l'Institut des relations internationales. Je ne sais pas quel complexe j'aurais à occuper ce genre de fonction. Bref, c'était juste pour dire que, en fait, c'est une question de volonté réelle de décentraliser, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi. C'est ce que je voulais apporter. Merci, Monsieur Bianc. On va terminer sur ces paroles. Je voudrais, puisque le temps, malheureusement, dans 5 minutes, nous n'aurons plus de connexion
Et j'en suis navré parce qu'on pourrait encore tenir quelques heures pour évoquer ce sujet de la décentralisation dans l'espace francophone. Je voudrais très sincèrement remercier tous les intervenants, tous ceux qui ont accepté de passer 2 heures avec nous. Le sénateur Étienne Blanc, vraiment, Étienne, un très grand merci. Merci à monsieur le sénateur Loïc Hervé. Merci pour ces 2 heures passées avec nous. Merci au président de la région de Zinder. Malgré la connexion, on a pu avoir cet échange très intéressant avec une région qui représente aujourd'hui pour le sud Niger des enjeux extrêmement importants de développement. Merci à nos amis du Bénin, merci à monsieur Lioussou, merci à tous ceux qui ont voulu s'associer à cette modeste université d'été, à ce module sur la décentralisation dans l'espace francophone. Si Thomas et Pierre voulaient nous dire quelques mots en conclusion, je leur céderai bien volontiers la parole. Monsieur le directeur de l'Institut. Thomas. Merci beaucoup, cher Bruno. Alors moi, je voulais vraiment, à mon tour, remercier les participants. Je trouve que les prises de parole ont vraiment illustré de manière très significative la manière dont se développe cette francophonie des territoires. C'est quand même un sujet qui remonte aux années 80, 1988. Je l'évoquais la dernière fois, le premier colloque dans le cadre de la CCT sur la question de la coopération décentralisée. On voit que la transformation de cette francophonie des territoires, elle s'est opérée avec les institutions, bien évidemment les communes, l'intercommunalité, la métropolisation, la régionalisation de la francophonie, de manière complémentaire bien sûr à l'action de l'État, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, et puis avec des thématiques très diverses qui ont été présentées, abordées et sur lesquelles on a eu des éclairages extrêmement intéressants en fonction des spécificités, je crois, de chacun des pays. Donc vraiment, je voulais remercier très très chaleureusement tous les intervenants pour leur participation, pour leurs éclairages. Et puis, je tenais aussi à remercier dans le même ordre d'idées Pierre Chapsal, parce qu'il est vraiment été l'artisan de cette université, comme il l'est depuis 2003, date à laquelle l'université d'été de la francophonie a été initiée, avec nos partenaires, l'OIF, l'AIRF. Je salue Yvan qui a été là tout au long de cette rencontre, et vraiment merci beaucoup pour le soutien de l'AIRF, la région. Voilà. Et puis bien sûr, à côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'APF qui a été également très présente avec Jacques Krabal lors de la rencontre du 24. Vraiment, donc merci à tous nos partenaires. Merci à Pierre pour cette mise en musique et à l'équipe de 2IF. Un remerciement très très appuyé à Bruno pour l'animation de cette rencontre cet après-midi. Et puis en dernier lieu, parce que j'allais dire sans eux, il n'y aurait pas d'intérêt à faire ce genre de webinaire, c'est tous ceux qui se sont connectés, tous les auditeurs qui se sont connectés cet après-midi. Pierre l'a dit tout à l'heure, moi je n'ai qu'une envie, c'est de vous donner rendez-vous l'année prochaine physiquement à Lyon pour pouvoir partager à nouveau autour de ces questions et puis bien sûr faire avancer cette francophonie des territoires qui nous, à Lyon, nous anime tout particulièrement. Un grand merci à tous. Merci Bruno, juste 20 secondes pour vous remercier évidemment tous et toutes et faire à la fois un rendez-vous et une proposition. Le rendez-vous, ça sera peut-être dès le mois de septembre à Bordeaux avec un complément à l'université d'été qui sera les automnales francophones du développement durable sur le thème de l'érosion du littoral et en lien avec des collectivités territoriales et des élus français. Donc, ça sera encore un nouveau rendez-vous avec les Français et les élus, pardon. Et puis, la proposition, et c'est à la fois un clin d'œil amical à nos parlementaires et à Étienne Blanc, souvent on présente aussi le Sénat comme étant l'Assemblée des territoires et en tout cas un haut lieu où s'exprime la vision et la défense des intérêts des collectivités territoriales. Et peut-être qu'il y a un chantier à ouvrir sur la représentation des collectivités territoriales dans l'espace francophone, avec peut-être un jour une séance ou une session spéciale de l'université d'été, peut-être dans ce haut lieu de prestige qu'est le Sénat français. En tout cas, je pense qu'il y a là peut-être une belle piste, une belle perspective et un prochain rendez-vous à créer et à animer ensemble. Merci encore une fois à toutes et tous et bravo à la fois pour l'animation et pour les intervenants de très haut niveau qui ont mobilisé quelques minutes dans un agenda extrêmement riche et dense. Bravo et merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci, bye. Au revoir.